Voyons, on va voir si on peut faire encore mieux que le premier exercice. Je suis certain que notre panel d'experts aura d'ailleurs une certaine impatience de connaître votre avis, votre point de vue sur la question suivante. Vous allez pouvoir y répondre, mais nous verrons les résultats que dans une dizaine, quinzaine de minutes à la fin du premier tour de table. La question, c'est la suivante. Savez-vous si et comment sont utilisées les données mobilité générées par votre service produit ou produit? Donc j'ai la question, on la voit à l'écran, voilà. Vous avez 4 options, vous pouvez donc c'est choix unique. Hein. Donc bien sûr, vous savez très bien cela, ça fait partie de votre business. En toute honnêteté, vous n'en avez aucune idée. Franchement, toutes ces données, c'est flou pour vous, ou vous comptez sur les autres. Question simple, est-ce que vous savez comment sont utilisées les données mobilité générées par votre service ou votre produit? Voilà, je vous laisse quelques minutes pour participer. Pascal, c'est à vous. Je vois que vos intervenants vont être prêts. Alors, monsieur Jean Deté, vous êtes directeur chez Europcar Mobility Group et vice-président MAS Alliance. Donc 2 casquettes, mais c'est surtout en tant que membre du board de MAS Alliance que vous intervenez aujourd'hui. Donc tout de suite, je vais vous parler du MAS. Alors le MAS, bon, on a beaucoup discuté au moment de la LOM. Je veux dire, maintenant, il n'y a pas de discours politique qui puisse se faire sans évoquer le MAS. Hein, donc dans la revue de presse, il y a même des dossiers du CEREMA sur le MAS. Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais alors, dans la vraie vie, aujourd'hui, l'état des lieux du MAS en France et en Europe, c'est quoi? C'est une très bonne question. Le MAS, c'est un engouement, c'est un espoir, c'est une solution, mais nous sommes à la croisée des chemins. Parce qu'on fait face à beaucoup de difficultés, des difficultés techniques liées aux data, et je pense qu'on va en reparler, des difficultés liées au business model, puisque pour un opérateur de masse, le business model est loin d'être évident aujourd'hui, et des freins de confiance entre les autorités publiques et les autorités privées, entre les transporteurs publics et les transporteurs privés. Des freins liés aux habitudes, parce que finalement, le MAS, c'est quoi? C'est offrir au sein de la même application la possibilité d'avoir les informations, de planifier, de filtrer la planification en fonction d'un certain nombre de filtres, et de payer, et le ticketing. Et c'est loin d'être facile à faire. Et puis, l'objectif du MAS, c'est, on en a pas mal parlé dans la table qui précédait, c'est justement de lutter aussi contre l'autosolisme, ou plus exactement, pour être plus positif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure utilisation, un meilleur usage, et c'est exactement ça, on fait partie de cette grande tendance qui va de la possession vers l'usage, du véhicule, ou essayer d'offrir une alternative crédible au véhicule à travers une multimodalité. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de freins, puisque aujourd'hui, le confort d'avoir son propre véhicule, de partir de chez soi et d'arriver à destination sans rupture modale est très important. Et offrir une alternative crédible et aussi confortable, c'est pas si simple, en tout cas moins simple que ce à quoi on s'attendait au départ. Maintenant, c'est sûr que, comme vous le disiez, on en parle beaucoup, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une véritable volonté des territoires, des collectivités, des autorités pour pousser, pour développer le MAS. Donc il faut encore un petit peu de temps. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et puis, tout ne s'est pas fait en une seule journée. Et quand on repense à Uber, qui pendant des années n'était pas grand-chose, et le géant que c'est devenu, je ne vois pas pourquoi le MAS ne deviendrait pas aussi ce géant et nous permettrait de répondre à un certain nombre de contraintes environnementales. Donc le MAS, quand même, au départ, ça repose sur les données d'entrée. Hein. Sans données, il n'y a pas de MAS. Ça peut d'ailleurs être un frein. Hein, vous allez nous en parler. Mais alors, les données, elles appartiennent à qui? On s'en moque. Peu importe à qui elles appartiennent. Le problème, ce n'est pas à qui elles appartiennent. D'ailleurs, si on fait un débat à qui elles appartiennent, les seuls qui vont gagner de l'argent sur ce débat sont les avocats. À l'arrivée, ça ne va rien changer. Le problème, c'est l'usage et l'accès aux données. Donc, comment on peut accéder aux données et quel usage et comment on peut les utiliser. 2 choses là-dessus.
Il y a quelques années, la loi a obligé les opérateurs de transport public d'ouvrir leurs données, notamment la SNCF, qui a eu une crainte vis-à-vis de ça. Résultat des courses, beaucoup de données, énormément de données disponibles, et finalement, pas grand monde en a fait quelque chose, parce que, quelque part, trop de données, tu l'as donné, et à un moment, il faut savoir comment l'utiliser. En revanche, c'est clair que pour un opérateur de masse, il faut qu'il puisse se plugger sur le transport public, sur les solutions de car sharing, sur les trottinettes, sur le vélo, proposer la marche à pied. Il doit pouvoir changer ses algorithmes en fonction d'un certain nombre de circonstances, à commencer par la météo. S'il fait beau, on va pousser les gens plus à marcher et à prendre du vélo, alors que s'il fait moins beau, on va les pousser plus vers l'autopartage ou vers le transport public. Mais s'il y a une grève, s'il y a un événement, s'il y a un bagage abandonné, eh ben, il va falloir aussi pouvoir changer. Donc avoir accès à tous ces datas. Et encore une fois, donc, peu importe à qui appartient le data, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est de pouvoir l'utiliser pour pouvoir offrir la meilleure offre. Donc la question des standards, effectivement, posée est peut-être enfin. Alors, c'est un débat. Faut-il une réglementation? Et c'est un débat qui a en cours aujourd'hui à la Commission européenne. J'étais la semaine dernière avec Adina Vălean, donc la commissaire au transport, et qui pose à MAS Alliance, qui est le référent de la Commission européenne pour le développement du MAS, la question de la régulation. Et aujourd'hui, on pense plutôt que ce qui est important, c'est de mettre en place des API qui puissent permettre une communication plus simple qu'une réglementation, avec derrière deux visions un peu différentes. On se dit, est-ce qu'il faut une harmonisation ou une standardisation? Donc, une standardisation, elle viendrait par la réglementation, mais est-ce que c'est la standardisation qui va pousser l'innovation? Pas sûr. Et si on va vers de l'harmonisation, il y a bien évidemment le risque de winner take all et que ce soit un des géants qui prennent tout. Et là, on se repose les questions de gouvernance. Merci. Je me tourne vers Monsieur Pierre Maillot. Vous êtes VP Business Development chez X Technologies. Donc, votre société X Technologies propose une solution de data management. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça signifie? Présentez-nous aussi X Technologies, qui n'est pas forcément toujours bien connu du grand public, et les données que vous filtrez. J'ai compris que vous aviez un filtre magique. Donc, expliquez-nous tout ça. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Effectivement, donc, X Technologies, on est une start-up basée à Paris de 2 ans et demi, et on développe une plateforme logicielle pour traiter, gérer la donnée de manière plus intelligente. Alors, j'ai bien aimé ce que vous avez dit en disant trop de données, tu la donnée. Effectivement, avec toutes ces nouvelles technologies autour de la mobilité, de la digitalisation de l'offre, on se retrouve en fait à faire face à une quantité énorme de données qui arrivent à nous submerger. Et plus en fait on collecte de données, plus on développe nos outils, notamment notre intelligence, et on va parler du véhicule autonome, plus il devient difficile d'aller extraire la substantifique moelle, les données pertinentes, les données qui vont nous permettre d'améliorer nos services dans ce grand amas de données. Et donc ça devient très compliqué parce qu'en fait, Big Data, ça nous a permis de développer beaucoup de services, mais maintenant ça montre pas mal de limites. Et non seulement le pourcentage de données pertinentes se réduit, mais le processus pour aller extraire cette donnée pertinente est très coûteux en termes de temps et de ressources. Et pour illustrer en fait un petit peu plus mes propos, aujourd'hui, on a développé notre outil au départ pour aider à accélérer la technologie autour du véhicule autonome. Et donc le véhicule autonome, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule qui est intelligent, qui va devoir percevoir son environnement pour ensuite décider de la prochaine action à entreprendre. Et aujourd'hui, un véhicule autonome, lorsqu'il est équipé de caméras, de lidar, de différents types de capteurs, il peut générer jusqu'à 5 terabytes de données par heure. Donc ça fait à peu près 1500 films 4K par heure. Plus on développe l'intelligence du véhicule autonome, plus il va forcément s'améliorer. Aujourd'hui, vous avez vu des applications aux États-Unis, des premières navettes en France, où le véhicule est capable de conduire de manière complètement autonome. C'est le cas notamment quand on est sur des autoroutes, c'est le cas quand on est sur des voies dans des campus qui sont bien monitorés.
Mais vous prenez le même véhicule et vous le mettez, alors moi j'ai l'habitude de parler de la place de Charles de Gaulle-Étoile étant basé à Paris, mais j'imagine que si on le mettait sur la place Wilson, ce serait pareil. Vous le mettez dans un nouvel environnement sur lequel il n'a pas complètement appris à gérer toutes ces situations. Et là, le véhicule ne saura plus forcément quoi faire. Donc on va devoir reprendre manuellement l'opération de ce véhicule. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on va s'appuyer sur l'intelligence de ce véhicule-là pour récupérer tous les différents flux de données du véhicule et paramétrer des triggers qui vont récupérer les événements, les situations qui sont pertinentes. Par exemple, dans le cas du véhicule autonome, si j'ai un piéton qui regarde son téléphone qui traverse alors que le feu est vert et que ça implique un freinage d'urgence, c'est le genre de situation que je vais vouloir, moi, récupérer pour apprendre cette situation et comprendre pourquoi il y a eu un freinage d'urgence. Est-ce que mon véhicule a détecté le piéton trop tard? Est-ce que j'allais trop vite? Est-ce que le piéton vient d'un angle mort? Donc c'est une situation que je dois analyser. Jusqu'ici, on enregistre toutes les données et ensuite on doit aller rechercher dans des serveurs cet événement pour pouvoir l'analyser. Avec notre solution, on va être capable d'extraire cette situation lorsqu'elle a lieu directement dans le véhicule avec notre logiciel. Une fois qu'on l'a identifiée, on va, avec nos clients, décider de l'enregistrement de la donnée qu'on voudra faire. Donc on pourra paramétrer par exemple moins 10 secondes avant l'événement, plus 5 secondes après, les données de flux vidéo, les données LIDAR, enregistrer les données qui sont pertinentes par rapport à cet événement-là. Et une fois que cet événement est enregistré, on peut soit le communiquer en temps réel, typiquement par exemple à un opérateur de mobilité qui va vouloir avoir cette information en temps réel, ou on pourra garder cet enregistrement dans le véhicule qui sera analysé a posteriori par des équipes de développement pour pouvoir analyser et comprendre ce qui a pu se passer. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ces situations, d'extraire ces données pertinentes, de les enregistrer et de les distribuer au bon utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension filtre, vous l'avez expliqué, et une dimension Rex aussi qui est très importante et qui est d'ailleurs automatique, donc si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez donner des cas d'application et comment, avec ce modèle, vous accompagnez la mobilité du futur, toujours à partir de la donnée, et aussi quelle valeur pour ces différents cas d'application. Oui. Tout à fait. Donc, en fait, l'idée, vraiment, c'est pour nous, on vise à transiter d'un monde de big data à un monde que nous, on qualifie de smart data. Donc, c'est vraiment extraire cette donnée beaucoup plus pertinente pour différents cas d'application. Dans le cadre d'une application d'un domaine, type le véhicule autonome, encore une fois, il y a plusieurs usagers. Il y a ceux qui vont développer, tester, valider les nouveaux softwares, les nouveaux logiciels d'intelligence, donc on parle de machine learning, on parle de software evaluation, on parle de debugging, donc ils vont récupérer ces informations-là pour continuer à apprendre aux véhicules autonomes à être de plus en plus efficaces. Une fois que notre logiciel il est validé et qu'on peut le déployer commercialement, on va vouloir continuer à surveiller son fonctionnement, donc on va parler aujourd'hui d'aide à la conduite ou d'ADAS, donc c'est des assistantes à la conduite qui sont aujourd'hui déjà embarquées dans nos véhicules, mais sur lesquels on va pouvoir, avec notre logiciel, récupérer des données de performance sur, par exemple, un changement de ligne trop brusque, un freinage intempestif. Donc, c'est des informations, des événements qui peuvent être remontés et qui vont permettre d'améliorer de manière continue nos logiciels alors qu'ils sont déjà commercialisés, déploiement. Et on va pouvoir aussi, justement, utiliser le fait que notre logiciel soit embarqué pour faire du temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, des situations pertinentes peuvent être remontées, si le véhicule est connecté, directement à des opérateurs de mobilité, par exemple, qui vont pouvoir, sur un freinage, sur un désengagement, sur toute autre situation pertinente, récupérer la main et voir ce qui s'est passé. In fine, et je pense qu'on va aussi en parler lors de cette table ronde, comme la donnée qu'on génère, elle est beaucoup plus valorisée, elle est beaucoup plus qualifiée. Il y a une vraie vertu aussi par rapport au partage de cette donnée, que ce soit auprès des pouvoirs publics, que ce soit auprès d'acteurs privés. Imaginez comment on va assurer à l'avenir le véhicule autonome. S'il n'y a personne pour descendre du véhicule et faire un constat à l'amiable, comment je fais? On va pouvoir justement s'appuyer sur ce type de technologie-là pour récupérer un événement, type un incident, une collision, et remonter ces données certifiées, sécurisées, à un acteur privé qui va pouvoir s'occuper de la partie assurance. Maintenant, juste pour terminer, j'ai parlé beaucoup du véhicule autonome, mais en fait, cette approche de planifier, détecter et distribuer de l'information, de la donnée valorisée,
on peut l'appliquer à plein d'autres industries. On travaille également sur des drones autonomes, on travaille sur d'autres sujets de mobilité, notamment avec la Software République. Donc il y a une vraie vertu aujourd'hui à aller piocher de la donnée pertinente dans le monde de Big Data dans lequel on est. Merci pour ces explications. Je me tourne vers vous, monsieur Stéphane May. Vous êtes CEO Continental Automotive France, porte-parole du groupe en France. Alors, on connaît Continental depuis 150 ans, puisque les pneus, donc, voilà, c'est une longue tradition dans votre société. Mais donc, là, c'est une autre entité là, dont on va parler, donc, qui est d'ailleurs implantée à Toulouse. Vous êtes impliqué dans le domaine de la mobilité du futur, la conduite autonome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà vos activités, vos domaines d'implication et répondre à la question sur votre contribution, puisque c'est le thème de cette table ronde, à la révolution du numérique et des nouvelles mobilités? Très bien, oui. Continental donc, est connu pour le pneu, comme vous l'avez mentionné. Entreprise qui existe depuis 150 ans. On est 200 000 sur la planète Terre, 6 000 en France, avec notamment notre siège social français qui se trouve ici à Toulouse. Donc on est le local de l'étape sur cette table ronde. Qu'est-ce qu'on fait dans justement les applications qui ne sont pas liées aux pneus? On fabrique pour les constructeurs tout type d'équipements. Mon voisin en a cité un certain nombre. Les caméras, les capteurs radars qui aident justement à la conduite. On fabrique des choses aussi basiques et absolument nécessaires que des freins, par exemple, des systèmes de freinage. On fabrique des tableaux de bord, on fabrique bien sûr le multimédia qui va avec. Donc, quand vous êtes dans un véhicule, vous ne voyez pas forcément notre marque, puisque vous voyez celle du constructeur, mais on a la fierté de dire que 2 véhicules sur 3 qui sortent des chaînes de production quelque part au monde ont au moins un produit Continental à bord. En préparant cette table ronde, vous avez expliqué que vous étiez anti-Waze. Que Waze c'était du McDo, je vous cite. Waze c'est du McDo quand vous offrez un produit de niveau Goemio. Voilà, pour ne pas citer l'autre grande marque culinaire. Bien. On va demander aux représentants de Waze, peut-être. Donc, on va pouvoir croiser les expertises, les approches. Donc, allez-y, expliquez-nous un petit peu. Donc, alors, bien sûr, c'était un effet comment dire, de débat pour lancer justement le débat. Pourquoi? Parce que on pense que quand on est sur la data, il faut être absolument, comment dire, faut énormément faire attention aux externalités. Faut avoir une attitude extrêmement responsable. Nos équipements qu'on appelle dans notre jargon couche basse, donc un frein par exemple, bien sûr comporte beaucoup de logiciels. Et donc ce logiciel, il est encapsulé pour que n'importe qui ne puisse pas atteindre cette donnée-là, parce qu'il s'agit, mine de rien, d'un équipement de sécurité. Et donc, quand on est équipementier comme nous le sommes, nous devons cette sécurisation du logiciel et des données que cela génère à nos constructeurs, qui sont nos clients dans un premier temps, qui, eux, bien sûr, doivent cette même responsabilité des données par rapport aux consommateurs qui achètent les produits, donc les véhicules. Et c'est cette responsabilité-là que je souhaitais mettre en avant quand on est, comment dire, équipementier de premier monde. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Je me tourne vers Ben pour le résultat du sondage. Merci Pascal, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Nous allons voir les résultats apparaître à l'écran de ce sondage. Je vous rappelle la question, savez-vous si et comment sont utilisées les données de mobilité générées par votre service produit? Bien, nous avons une grande majorité, à 43%, qui bien sûr aujourd'hui, cela fait complètement partie du business. Après, on a aussi quand même pas mal de monde qui nous disent que les données, c'est flou pour eux. J'espère que ce premier tour de table aura permis à quand même éclaircir quelques points. Et à partir de maintenant, je vous invite à poser vos questions et voter pour les questions les plus intéressantes. Je les prendrai dans une quinzaine de minutes.
Donc, toujours sur l'application SparkUp. Voilà, merci. Merci Ben. Donc bon, bien sûr, vous pourrez dans vos interventions réagir sur ce sondage. Gérard Deté, revenons sur le MAS. Vous avez tout à l'heure évoqué le modèle économique du MAS. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire un petit peu plus sur cette question du modèle économique? C'est important parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs acteurs sur le MAS. Il y a évidemment les AOM, il y a les exploitants, il y a aussi les GAFAM avec le risque d'intermédiation. Et puis n'oublions pas non plus les voyageurs. Donc plus concrètement, sur ce modèle économique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ou ces modèles économiques, puisqu'ils ne sont pas les mêmes selon les acteurs? En fait, je pense que la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique pour un pur opérateur de masse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de masse sans transport de masse. Et le transport de masse, le transport public, il est très largement subventionné. Tout à l'heure, on le voyait que même le covoiturage est assez largement sponsorisé. Donc, si vous voulez vendre une prestation, proposer une prestation multimodale sur laquelle il n'y a pas réellement de marge, c'est relativement compliqué. Il faut donc se poser la question de y a-t-il un intérêt global à mettre en place sur des AOM du MAS et à ce moment-là, la question de la subvention, de la gouvernance, etc. Ou alors, on crée du MAS, mais pour des raisons différentes. Des raisons qui peuvent être tout à fait louables. Et par exemple, on a aux États-Unis, à côté de Phoenix en ce moment, un quartier. Alors un quartier à la taille des États-Unis, parce que quand on parle du dernier kilomètre chez nous, le dernier kilomètre chez eux, c'est plutôt 50 km que 1 km. Donc on n'est pas tout à fait dans le même rapport de difficulté. Mais il y a un quartier entier qui se construit, qui va être le premier quartier sans voiture, ou en tout cas avec très peu de voitures. Et les promoteurs, justement gagnant de la place sur l'espace réservé à la voiture et au parking, vont pouvoir construire beaucoup plus de logements, être beaucoup plus profitables et en contrepartie offrir une réelle offre de multimodalité sur ce territoire de façon à pouvoir apporter le service de mobilité aux personnes qui vont là. Et puis, il y a d'autres exemples. Certains peuvent être intéressés à créer un MAS juste pour récupérer de la donnée, connaître encore mieux les clients d'un bassin spécifique pour aller vendre autre chose. Mais sur l'activité propre de MAS, aujourd'hui, je ne vois pas de réel business model en dehors de quelque chose qui serait subventionné parce que c'est pour le bien commun. Donc, qui dit subvention, bon, par définition, financement public, ça renvoie à la tarification, un principe des vases communicants, donc une régulation par la tarification. Et donc, dans la mesure où on s'engage dans une démarche telle que vous venez de la présenter, est-ce qu'on peut parler d'un MAS qui pourrait alors avoir des algorithmes d'intérêt général? Idéalement, c'est ce qu'on souhaite, puisque si le but, c'est de réduire la congestion, c'est de réduire la pollution, et c'est d'apporter une alternative crédible à l'autosolisme, c'est bien sûr qu'il y a un intérêt général. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engouement autour du MAS. On a parlé de la donnée comme le nouvel Eldorado, comme le nouveau pétrole. Beaucoup d'acteurs se sont engouffrés. Et puis, on se rend compte, et c'est une des difficultés aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on voit que finalement, sur beaucoup de territoires, il y a des exemples de MAS qui sont naissants, mais sur très peu de territoires, il y a du MAS privé ou du MAS privé qui soit profitable. Et la difficulté, c'est que si on est un acteur privé, évidemment, à un moment, il va falloir avoir une certaine profitabilité. Donc, est-ce qu'on ne va pas être plutôt poussé et motivé à aller promouvoir ou mettre en avant dans les filtres des solutions de mobilité sur lesquelles on a une certaine marge et une certaine profitabilité, au détriment d'autres formes de mobilité qui pourraient être plus durables, mais moins profitables. Donc effectivement, je crois que la vraie question du MAS, c'est la gouvernance. Ma façon de voir les choses aujourd'hui, c'est de dire que, tout d'abord, c'était dans les mots, je crois qu'on voyait d'ailleurs sur le nuage tout à l'heure,
il faut finir de travailler en compétition, en silo, et il faut qu'il y ait beaucoup plus de collaboration entre les transports publics, les opérateurs du MaaS et le transport privé, et que un opérateur MaaS technique a pleinement sa justification, pleinement son sens, parce que je ne crois pas une seconde qu'une AOM ou qu'une collectivité soit en mesure de développer une interface qui soit efficiente. Et aller développer une interface, perdre du temps et de l'argent pour quelque chose qui ne soit pas utilisé, je ne vois pas trop l'intérêt. En revanche, l'AOM, dans ce cadre-là, conserverait la gouvernance, donc un peu la main sur les algorithmes, et c'est vraiment l'algorithme qui va donner la valeur au MaaS, puisque c'est l'algorithme qui va décider quelle mobilité je pousse, à quel moment et pour quelle raison. Et encore une fois, on parlait des embouteillages tout à l'heure à des horaires systématiques le matin. Alors on dit oui, le télétravail, ça peut développer ça. Très bien, ça peut développer ça, sauf que si vous avez des enfants, l'école c'est à 8h ou c'est à 9h, et c'est à 8h et c'est à 9h pour tout le monde. Donc le télétravail part tout seul, il ne va pas régler non plus la solution. En revanche, l'algorithme peut très bien décider que justement de 8h à 8h30, ça ne sert à rien d'envoyer plus de personnes dans le métro parce que le métro il est déjà saturé. Donc on voit que l'algorithme et la bonne utilisation des datas, c'est un magnifique et un formidable outil pour les collectivités afin de gérer aussi leurs flux, y compris leurs flux de transport public. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Pierre Maillot, donc, vous avez présenté donc l'outil, donc le concept. Est-ce qu'on peut aller un peu plus avant sur les différents cas d'application, au périmètre d'application, en particulier pour ce qui concerne le voyageur, le fret routier, livraison de colis, et donc tout ceci donc participe évidemment à l'optimisation de la logistique urbaine. Hein, je parle sur le fret. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les quelques exemples des périmètres d'application? Oui, alors effectivement sur le véhicule autonome, on avait prévu, ou du moins imaginé qu'on aurait un large déploiement de véhicules autonomes d'ici 2020. Et on se rend compte qu'on en est encore bien loin. Et la problématique de données que j'ai évoquée auparavant est une des grandes difficultés techniques qu'ont les différents acteurs autour du véhicule autonome. On se pose même, pour certains, la question de savoir si le niveau 5, qui est le niveau de complète autonomie où le véhicule peut aller d'un endroit à un autre sans aucune intervention humaine, si ce niveau 5 sera possible un jour. Et donc justement, pour revenir à faire le lien avec ce que j'ai dit avant, nous, notre vocation, c'est d'aider ces entreprises à accélérer le développement, à aller justement automatiser tout le processus d'obtention de la donnée. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les premières applications ? Le véhicule autonome personnalisé, effectivement, c'est encore très loin. Maintenant, beaucoup d'entreprises travaillent sur des applications de logistique. Logistique de transport, effectivement, il n'y a pas les mêmes implications à transporter des biens que de transporter des personnes. Donc, effectivement, c'est une des applications aujourd'hui sur le véhicule autonome. Il y a énormément aussi d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui maintenant développent des solutions pour faire de l'autonomous trucks. Donc, on va parler d'entrepôt à entrepôt, de hub to hub, où en fait, justement, ce que je disais avant, être en mode autonome sur une autoroute, c'est beaucoup plus simple à gérer d'un point de vue d'intelligence que de conduire dans un milieu urbain. Et on va justement utiliser ça pour, notamment aux États-Unis où il y a des très très grandes distances, développer un business case autour du fait de pouvoir réduire des coûts de transport et de logistique en intégrant une partie du voyage en mode autonome. En France, on a la chance d'avoir des constructeurs de navettes autonomes, dont un constructeur est voisin ici. Et donc, ça va pouvoir justement aussi permettre d'autres applications, que ce soit des applications dans un campus universitaire, que ce soit dans un aéroport, que ce soit pour faire du dernier kilomètre, du premier kilomètre, pour justement permettre à des endroits qui ne sont pas forcément desservis, d'avoir des nouveaux moyens de transport qui, d'un point de vue
modèle économique serait compliqué à envisager si on avait un bus qui avait 3 personnes. Donc, c'est ces applications-là qui aujourd'hui sont privilégiées parce qu'elles ont un environnement qui est beaucoup plus contrôlé et qui va permettre justement à une intelligence aussi débarquée dans l'infrastructure de pouvoir proposer des services d'autonomie avec un modèle économique qui sera plus fiable et plus viable également. Très bien, merci. Donc vous avez des ambitions en France, mais en Europe, à l'international? Alors, effectivement, malheureusement, en Europe, on souffre un peu d'un déficit d'investissement autour de ces nouvelles technologies autonomes et connectées. Donc, sans trahir de secret, effectivement, c'est les États-Unis et la Chine qui tirent le marché. Les investissements sont là-bas et sont très lourds. En Europe, il s'avère que même un pays comme l'Israël a aujourd'hui quasiment investi juste en Israël presque la totalité du reste de l'Europe combinée sur des technologies connectées et autonomes. Et lorsque les entreprises en Israël font leur entrée en bourse, elles vont se faire lister au Nasdaq. Donc, pour nous, entreprises françaises, effectivement, on a forcément, naturellement, cet effet qui se ressent sur notre business. Nos premiers clients aujourd'hui sont aux États-Unis, en Californie. C'est des entreprises qui travaillent sur le software du véhicule autonome. Elles sont très avancées, elles sont sur vraies problématiques de données. On leur apporte une valeur ajoutée en termes de productivité, en termes d'optimisation de ressources, en termes de gain de coûts. Et on souhaite, bien entendu, aussi pouvoir utiliser notre technologie pour accélérer cette innovation, cette technologie en Europe. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, une grosse partie du marché, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue investissement, est tirée par les États-Unis et la Chine. Merci. Monsieur Stéphane May, donc, on a parlé d'intérêt général. Donc vous avez un outil qui peut aussi, ce que vous m'avez expliqué pour préparer cette table ronde, est un outil au service des entreprises. Parce qu'il y a toujours aussi la nécessité d'avoir une efficacité économique. Donc, on parle public-privé, mais le privé doit avoir son modèle économique, doit retomber sur ses pieds, évidemment, et avoir un retour sur investissement. Et donc, votre outil, donc, avec toutes les data, les données que vous utilisez, sur lesquelles vous travaillez, donc, vous avez réussi à travailler des algorithmes pour optimiser les flottes. Ce qui permet donc de faire, on parle beaucoup de la productivité du travail, mais aussi il y a aussi la productivité du capital, et donc votre outil peut être un levier pour aller dans cette direction. Absolument. Tout à l'heure, on parlait Mobility as a Service et on a bien sûr naturellement en tête mobilité des êtres humains. Après, il y a tout un pan du transport qui est justement le transport de biens. Et on connaît tous, et je fais exprès d'utiliser le mot un peu vilain du mouchard, donc le chronotachygraphe qui est à bord des camions et des bus, qui en fait, au fil des ans, donc qu'est-ce que faisait un chronotachygraphe? Il enregistrait les temps de conduite et la vitesse à laquelle roule le véhicule, tout simplement pour une question de transparence vis-à-vis de l'ordre public. Ce chronotachygraphe est devenu, avec les années il y a 15 ans à peu près, une vraie boîte de télématique, donc, qui communique avec le cloud, qui rend donc le véhicule communicant et connecté, et qui permet aujourd'hui aux transporteurs qui utilisent donc ces dispositifs hardware, software, de tout simplement optimiser leur flotte, optimiser les temps de conduite, utiliser les données ainsi récoltées qui doivent correspondre à des normes assez draconiennes. Vous faites homologuer par les États dans lesquels vous vendez ce type d'appareil, puisqu'il y a une question d'accès aux données par la police, tout simplement. Et donc, cette donnée est utilisée, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, pour faire la paye des chauffeurs. Donc, la mobilité as a service dans l'application, on va dire, de transport des biens est
une vraie réalité qui existe depuis un certain nombre d'années et qui aide justement l'utilisateur de ces données, le transporteur, à optimiser donc son business, ses opérations. Très bien, merci. Donc une contribution à la productivité globale dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est ce que vous venez de nous expliquer. Je me tourne vers Ben pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, Ben ? Oui, effectivement, j'ai envie de dire qu'on est dans la mêlée là sur notre mur de questions. Beaucoup de questions, nous n'aurons pas le temps de toutes les poser, mais comme pour le premier panel, j'invite les intervenants à vérifier ce qui s'est dit pendant leur tour de table. La première question la plus populaire, donc j'ai envie de la poser directement à Stéphane, hein, c'est quid de l'offensive chinoise? Quelle stratégie pour préserver notre futur? Eh ben, je suis, vous l'avez remarqué, avec mon petit accent de nationalité allemande. Je vis en France depuis 30 ans. Je suis profondément européen et je pense qu'on a en Europe tout pour réussir. Je m'explique. On connaît tous l'acronyme des GAFA. On l'utilise tous les jours. Or, et ça aussi on en avait parlé avec Pascal quand on a préparé cette table ronde, on oublie qu'il y a par exemple dans l'industrie 4 milliards de machines connectées sur la planète Terre. Vous savez qui les connecte? C'est Dassault Systèmes, c'est Siemens, ce sont d'autres belles entreprises, SAP entre autres, qui sont tous européens. Dans la mesure où justement, que font les GAFA en règle générale? Ils mappent l'homme. L'homme avec un grand H. Pourquoi? Parce que derrière est un consommateur et ils veulent, à travers les algorithmes qui nous énervent tous copieusement jour après jour, tout simplement optimiser la consommation de cette personne. Et donc, nous, Européens, je pense qu'on a une vraie carte à jouer dans la complexité qui est plutôt industrielle et qui permettra à faire un vrai bond en avant dans la productivité du capital investi de nos entreprises. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de contrer ni les Chinois ni les Américains sur les domaines où ils sont déjà assez forts, winner takes all, on l'avait dit, mais plutôt nous concentrer sur nos points forts qui sont clairement industriels. Donc je ne pense pas qu'on est partout et tout le temps sur la défensive. On a de vrais atouts. Merci. Une autre question aussi très populaire, moi-même j'ai voté pour, c'est peut-être pour X. À quel horizon de temps pensez-vous voir apparaître les premières flottes de véhicules autonomes? Classique. C'est difficile de répondre à cette question avec beaucoup d'assurance. Nous, on est un maillon dans le développement du véhicule autonome, comme vous l'avez compris, et puis on nous l'a promis pendant pas mal d'années. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, il y a des premières applications de flotte de véhicules autonomes qui sont à San Francisco, pour notamment Waymo, qui est la filiale de Google, et Cruise, qui a été racheté par General Motors. Donc, ils ont des véhicules qui tournent, que les gens peuvent utiliser, un peu comme un Uber, avec plus ou moins de succès. Il y a eu pas mal d'articles où, en fait, une petite impasse tranquille à San Francisco s'est retrouvée le lieu de demi-tour de véhicules parce qu'ils n'avaient pas d'autres endroits où le faire. Et donc, en fait, ça a posé un problème de trafic dans la ville. Waymo, donc, qui est encore une fois la filiale de Google, qui est sur le marché, sans doute l'entreprise qui est la plus avancée, notamment, du moins celle qui a fait le plus de kilomètres, donc qui doit avoir justement le plus de données, donc qui doit avoir la meilleure intelligence. Ils ont aussi mis un service similaire dans la banlieue de Phoenix, en Arizona. Alors là, c'est encore plus simple, parce qu'en fait, aux États-Unis, les routes sont toutes rectangulaires, enfin carrées, c'est des angles droits. Et ils ont mis aussi un service d'autopartage, de ride-sharing, pardon, en véhicule autonome. Et il y a quelqu'un qui est resté coincé dans le véhicule parce que le véhicule, en fait, n'arrivait pas à gérer une zone de construction avec les petits cônes orange. Et donc, en fait, accélérer, freiner. Et donc, la personne qui était dans le véhicule, donc qui n'avait pas de conducteur, est restée bloquée jusqu'à ce que quelqu'un de chez Waymo vienne et le fasse sortir de son véhicule. Donc, ça montre que même alors qu'on a investi des milliards dans la technologie, qu'on a des milliards de données qui sont récoltées en simulation, en temps réel,
on a encore ce genre de problématique-là. Donc c'est vraiment difficile de se dire, OK, maintenant on va avoir des flottes de véhicules autonomes. Et même en ayant appris à Phoenix et à San Francisco, et que 99,99999% des situations sont gérées, vous prenez le même véhicule et vous le mettez à Toulouse, il faut le réentraîner. Ce n'est pas du tout le même code de la route, ce n'est pas les mêmes usages, ce n'est pas les mêmes, la même topographie. Donc en fait, ça va se faire vraiment de manière très satellitée, avec des applications que j'ai évoquées avant, qui seront peut-être plus autour de la logistique, du dernier kilomètre, de la navette. Il va falloir réfléchir aussi à débarquer une partie de cette intelligence dans l'infrastructure, qui rendra justement beaucoup plus facile la façon dont le véhicule pourra se déplacer. Donc on en a encore pour pas mal d'années avant d'avoir des flottes de véhicules autonomes partout autour de nous. Mais du coup, je repose la question, c'est dans combien d'années ? Pas mal d'années, c'est quoi? Pas mal d'années. Je dirais, alors, il y a des annonces qui ont été faites sur l'application du truck autonome, du camion autonome sur autoroute. Il y a des annonces qui ont été faites par des grands acteurs américains, comme quoi cette technologie serait disponible en 2024-2025. Ok. Merci. Je profite d'une dernière peut-être question. Celle-là, je vais la diriger sans doute à Jean Deté, mais n'hésitez pas, le reste des intervenants, à y répondre. Elle nous vient de Marie-Laure Soubild. Est-ce que le besoin et la satisfaction du voyageur est vraiment prise en compte dans les solutions MaaS actuellement proposées ou en test ? De toute façon, si elle n'est pas prise en compte, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas faire quelque chose contre la volonté ou contre l'envie du consommateur et du citoyen. Donc c'est effectivement une des grandes difficultés, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Comment offrir le même confort, la même qualité de service dans une offre multimodale par rapport au confort du véhicule individuel. Et c'est un véritable challenge. Alors après, il y a différentes motivations, il y a différents filtres qui vont pouvoir justement venir là. Et en fonction de la motivation, on peut filtrer par le niveau d'émission, par la durée, par le temps le plus rapide, etc. Enfin, il y a différentes composantes. Mais c'est évident que si le user interface, enfin, si l'expérience n'est pas satisfaisante, aussi bien sur l'application qu'après dans la multimodalité, on aura du mal à faire en sorte que ça se développe réellement. Merci. Il y a beaucoup de réflexions et de réactions sur ces points. Donc, je vous invite vraiment à revenir sur le chat après le panel. Pascal, je vous rends la parole. Merci. Nous allons donc prendre maintenant un temps de respiration. Je voudrais remercier les interventions donc pour toutes les clarifications sur du sujet très complexe que vous nous avez apporté. Merci beaucoup. Donc cette table ronde est terminée. Et donc je donne la parole maintenant à Marie Bonneuil pour un temps de respiration. Et Marie